Salut les amis, bienvenue, très content de vous retrouver. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez sous les yeux, on parle du Stade Rochelais aujourd'hui. Et je suis excité, pourquoi ? Parce que ça sent la reprise du top 14 tout simplement, on s'en rapproche petit à petit. Et on voit ça parce que là aujourd'hui on parle d'un favori pour le titre, pas d'un favori, d'un contender, d'un prétendant au titre. En tout cas, on parle d'équipes de plus en plus sérieuses, d'équipes pour le top 6 c'est certain. Et pourquoi pas un petit peu plus. Maintenant, la saison passée, c'est ce qu'on va voir dans le bilan de la saison, ça a été difficile pour La Rochelle. Pourquoi ? Tout simplement, pour le comprendre, il faut remonter à une saison encore auparavant, qui s'est terminée justement par cette image. Désolé les amis Rochelais, ça fait 1 an et demi, je suis désolé de vous rappeler ça. Ça s'est fini par l'essai de Romain Ntamak en finale, donc c'était en 2023, en juin 2023. Et pourquoi je vous ai remis ça ? La Rochelle sort d'un doublé historique en Champions Cup, s'incline à la dernière minute en finale de top 14 sur un essai assassin de Romain Ntamak, ça je pense que tout le monde s'en souvient. Ensuite, tout ce petit monde, sur les rotules, enchaîne avec une prépa Coupe du Monde. Tiens donc, tiens donc pour la Coupe du Monde 2023. Alors ça enchaîne, Wardy, Antonio, Bourgarit, Aldrid, Boudéan, Astoy, Danti, voilà. Ça c'est seulement avec les Bleus, parce que la plupart des Rochelais sont internationaux dans leurs pays respectifs. On peut penser à Skelton en Australie, Seteny avec les Samoans, bref, tout simplement, la plupart des Rochelais ont joué la Coupe du Monde. Donc, ont enchaîné cette finale de top 14, puis la prépa Coupe du Monde, puis la Coupe du Monde. Et après, au retour de la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde revient début novembre. Et faut performer de suite. Faut performer tout de suite. Ouais, sauf que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, tout le monde est déjà mort suite aux 2 dernières saisons qui sont éreintantes. Il n'y a plus trop d'essence dans le moteur. Et c'est comme ça que La Rochelle va passer une saison galère, une saison alors qu'ils ont quand même réussi à terminer à la 5e place du championnat, mais quand même assez loin de leur standard. Mais finalement, voilà, ils sont récompensés justement en accrochant le top 6, mais honnêtement, ça a été vraiment difficile pour eux pendant toute la saison, et ils ont dû batailler quoi. Ils ont dû batailler, donc cette 5e place, ça les envoie jouer un barrage complètement infernal au Stade Mayol, qui a plus connu les phases finales depuis 6 ans, on leur promettait l'enfer, et les Maritimes sortent le match parfait. Cette image, voilà, après l'essai de Jules Favre justement, il me semble, qu'on voit à l'image, ils sortent le match parfait à Mayol, honnêtement. Je ne m'y attendais pas. Et ils s'imposent donc pour retrouver qui ? Leur bête noire en demi-finale, le Stade Toulousain. Allez, tranquille. En demi à Bordeaux, justement. Malheureusement, leur parcours s'arrête là. Mais jusqu'à la 50e minute, ils étaient plus que dans le match. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le carton rouge de Reda Wardy. Ils se sont vraiment sabordés, les Rochelais, parce que ils étaient vraiment dedans, comme je l'ai dit. Et il y a eu un premier carton rouge de Winnie Antonio au retour des vestiaires. Carton rouge de Reda Wardy sur un coup de tête là sur Julien Marchand. On s'en souvient, je pense que vous en souvenez, c'est il y a seulement quelques mois. 2 cartons rouges, dont celui-là qui était vraiment évitable. Donc sur un geste d'humeur de Wardy, on l'a dit. L'aventure s'arrête en demi pour eux. C'est la première saison sans titre depuis 2021. Et c'est la première saison sans finale depuis 2018. C'est pour vous classer un petit peu le statut qu'a le Stade Rochelais aujourd'hui en top 14. Bon, il y a quand même un secteur du jeu qui a été particulièrement en difficulté. Malheureusement, il faut en parler, c'est l'attaque. Les 3/4, ils ont clairement pas réussi à faire plus de 3 passes d'affilée la saison dernière. C'était assez catastrophique. On avait l'impression qu'ils n'avaient plus aucun repère sur le terrain. On se demandait bien où était passée l'équipe qui a remporté 2 Champions Cup. En plus, il jouait derrière un pack qui dominait plus autant les impacts qu'avant par rapport aux dernières saisons. Donc tout était forcément plus difficile, que ce soit pour la charnière ou pour le reste des 3/4. Mais malgré tout, s'il faut sortir des satisfactions individuelles, il y a eu une bonne surprise. Il y a eu Monsieur Toloulatou qui a été recruté en cours de saison. Il a parfaitement pallié la longue absence longue durée de Pierre Bourgarit au talonneur. Il a eu beaucoup de temps de jeu, il a franchement répondu présent. Il était même titulaire en phase finale, donc Ogara lui a fait vraiment confiance. Et c'est vrai que par moment, il a pu apporter un petit bol d'air quand même au Rochelais. L'autre satisfaction, c'est la défense, 5e défense du championnat. Les Rochelais ont fait forte impression dans ce domaine, mais ils pourront s'appuyer là-dessus pour construire justement la saison qui arrive dans quelques jours. Et alors, malgré un effectif vieillissant, le capitaine Greg Aldrit se veut rassurant. Il a annoncé la couleur en conférence de presse. Il vise un titre. Les Rochelais visent un titre, c'est très clair. Maintenant, on va passer
à la thune, on va passer au marché des transferts. J'ai eu un petit bug. On va passer évidemment à la thune, voilà. Et pourquoi j'ai eu un petit bug? Parce que le marché des transferts, il est quasiment inexistant, en fait. On va d'abord regarder les départs. Mais au rayon des arrivées, il y a seulement Kane Douglas. Derrière, c'est des espoirs, tout simplement. Donc. C'est simple, hein. La Rochelle est au taquet de chez taquet au niveau financier. Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Et donc, ils n'ont pas recruté. Enfin, si, Kane Douglas, on l'a dit. Après, il n'y a pas eu tant de départs que ça dans le groupe pro. Yohan Tanga, par contre, pour moi, c'est une très grosse perte. Très très grosse perte. C'était la doublure absolument parfaite d'Aldrit. Il était parfois même déplacé au centre. C'était un petit peu un couteau suisse. Perso, j'aime beaucoup ce joueur. Je le trouve vraiment très fort. C'est dommage de l'avoir laissé partir, vraiment. Et surtout qu'il va aller renforcer un concurrent direct, le Stade français. Bon, dans le lot des joueurs sur le départ, il y a 4 joueurs qui sont prêtés. Donc, c'est pas vraiment des pertes. On peut voir ça comme un investissement pour l'avenir. Il y a Karl Sorin, Sacha Idoumi à Nice, Thomas Ployer à Grenoble et le dernier c'est Lucas Zamora. Petit demi-mêlée de 19 ans, assez prometteur, hein, prêté à Soyo-Angoulême. Donc il y a, on va dire, seulement 3 vrais départs. Je l'ai dit, Yohan Tanga pour moi est vraiment préjudiciable. Noé Delascava qui a un bon espoir aussi au poste de 3ème ligne. C'est dommage de l'avoir laissé filer. Et puis Rémi Piquet, ça peut faire sourire, hein, mais il a joué presque tous les matchs de la saison. Il était titulaire en phase finale, regardez. Si je clique sur ce bon vieux Rémi Piquet du haut de ses 29 ans, 23 matchs de top 14 cette saison. Qu'est-ce que vous voulez? Il a été trimballé, alors il avait le numéro 5 dans le dos quand Skelton était à la Coupe du Monde. Ensuite il a joué un peu 4, il était aussi remplaçant. Et comme je vous ai dit, il est titulaire en 4 pour les phases finales parce que Lavaux est blessé. Donc mine de rien, Rémi Piquet, j'en voyais certains qui trouvaient que c'était pas une si grosse perte que ça. Il était important en 2ème ligne. Donc heureusement que Kane Douglas arrive pour le remplacer. Donc voilà, un seul petit recrutement. On peut dire que le recrutement est inexistant. Mince. Kane Douglas, bon, pourquoi ce recrutement? Tout simplement parce que La Rochelle a... Pourquoi aucun recrutement? Pardon, tout simplement parce que La Rochelle a décidé de miser sur le même groupe. Ils ont prolongé tout le monde. 22 prolongations, on va regarder ça juste après. Mais je vous parlais de Kane Douglas, il est un peu vieillissant. Il a tendance à prendre pas mal de cartons jaunes quand il est sur le terrain. Mais je pense qu'il peut encore être performant. Alors pas en tant que titulaire, hein, mais regardez, 21 matchs de top 14 avec Bordeaux la saison dernière. Moi en tant que supporter bordelais, j'avais un petit peu de mal à le supporter parce que c'est vrai que dès qu'il rentrait, il prenait un jaune. 3 cartons jaunes sur 21 matchs, ça fait un jaune tous les 7 matchs. C'est quand même quelqu'un qui a un petit souci avec la discipline. Mais sinon, il peut être performant. On parlait des prolongations juste avant. 22 prolongations, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup de joueurs qui sont sécurisés sur le long terme. Antonio, Wardy, on va pas tous les faire, hein, mais en tout cas dans le pack, il y a 13 mecs du pack qui sont verrouillés. Botia, Aldrit, Boudin en 3ème ligne. Peut-être la 3ème ligne titulaire pour cette saison, on en parlera dans la compo. Skelton, Lavaux, Astoy, Sutoni, tout ce que vous voulez. Toute l'équipe est prolongée. Voilà, tout simplement. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Toute l'équipe est prolongée. Bon, ce groupe, si on peut passer à autre chose après les recrutements et les prolongations, c'est intéressant, mais ce groupe, pour moi, quand on s'y penche, il a quand même quelques faiblesses. Même s'il a été capable d'accrocher d'autres Champions Cup, par attention. Si je dois un petit peu pinailler, pour moi, si on va voir dans le groupe, il manque un 3ème ligne. D'autant plus que Oscar Gégou, on ne sait pas s'il va jouer sa situation, est-ce qu'il reste en Argentine ou pas. Là, à l'heure où je vous parle, il pourrait peut-être rentrer en France. Maintenant, est-ce qu'il pourra jouer ou pas? Bref, on verra ça. Mais je trouve que malgré Gégou ou pas Gégou, je trouve qu'il manque peut-être un 3ème ligne, mais peut-être que c'est pinaillé. Mais voilà, Botiak, Cancorier, Aldrit, Boudin. Bon Haddad Gégou, en période de doublon, en période de destination, tu perds Boudin, Aldrit, tu te retrouves vite en galère, un petit peu quand même. C'est pour ça que c'est dommage le départ de Tanga et de Delascava, je trouve que ça laisse un petit vide quand même. Ensuite, en 9, il y a personne derrière Carbarlo, tout simplement. Iri, Barren-Bergeon, on a largement vu leurs limites cette saison. Et alors, peut-être une popular opinion, hein, mais honnêtement, le triangle arrière de La Rochelle, Dulin, j'aime beaucoup ce joueur. 34 ans, on a vu ses limites cette saison un petit peu. Je pense qu'il sera encore très performant, il n'y a pas de souci. Derrière lui, il n'y a pas grand-chose. C'est les ouvreurs qui vont se relayer un petit peu, hein, si jamais il se blesse. On sait que quand un joueur de rugby vieillit, il a tendance à plus se blesser.
On l'a vu la saison dernière avec Brice Dulin, justement. On va voir West, Astoy ou Reus qui vont se partager le temps de jeu si jamais ils se blessent en 15. Peut-être Leeds qui est capable aussi. Mais je trouve le triangle arrière globalement faible. Sur les ailes, franchement, si vous comparez avec d'autres prétendants au top 14, prétendants au top 6, mais prétendants au top 2-3, Leeds, Roule, Nowell, Teddy Thomas sur les ailes, bah ça manque largement de talent par rapport aux concurrents, quoi. Tu regardes les ailiers de Toulouse, les ailiers de Bordeaux, les ailiers même du Stade français, il y a plus de talent. On en parlera prochainement. Les ailiers même du Racing, il y a plus de talent. Les ailiers de Toulon aussi. Donc, je sais pas, je grince un petit peu des dents quand je vois ça. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse une compo avec tout ça quand même pour se rendre compte que c'est pas non plus ridicule. Donc la compo, vous en avez l'habitude, je vous ai mis en vert les joueurs non gif. Et oui, Winnie Antonio est non gif malheureusement. Maintenant, ça va être du grand classique au niveau de la compo. Il y a pas, en fait, comme il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de chamboulement, évidemment. Donc Wardy, Bourgarit, Antonio en première ligne, c'est très classique. Lavos, Skelton en deuxième ligne, pour moi c'est la deuxième ligne qui sera installée, c'est normal. Boutia, Aldrit, Boudin en troisième ligne, j'aime beaucoup cette troisième ligne. Ça allie à la fois puissance, à la fois c'est capable de beaucoup porter le ballon, à la fois ça peut courir avec Boudin. Bref, je la trouve assez polyvalente. Kirbarlo, Astoy à la charnière. Peut-être une petite option sur est-ce que Hugo Reus est capable de se partager le temps de jeu avec Antoine Astoy. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Je pense qu'Astoy sera titulaire. Kirbarlo a très peu de concurrence en neuf, on l'a dit. Seteny, Favre. Ça, c'est mon choix fort. C'est mon choix fort. Je sors Jonathan Danty du 15 de départ, tout simplement. On l'a vu, Hugo Favre a débuté les matchs de phase finale lors des derniers playoffs, des dernières phases finales en top 14, tout simplement. Et je trouvais que ça changeait un petit peu la physionomie de La Rochelle, qui tout d'un coup était capable de retrouver un jeu de trois quarts, au miracle. Donc, peut-être que l'option de Jonathan Danty est un petit peu old school, un petit peu, pas périmé, mais ça a fait son temps, en 12 en tout cas, en termes de profil, un joueur comme ça, très perforant, un point de fixation au centre du terrain. On voit que les grosses équipes de top 14 aujourd'hui ne jouent plus comme ça. Ça joue encore comme ça un petit peu au niveau international. Mais aujourd'hui, en top 14, on ne joue plus comme ça. Il faut envoyer du jeu. Et je trouve que cette paire de centres, Seteny, Favre, est très capable de faire ça. Et donc, je serais curieux de voir ces deux joueurs titulaires associés au centre du terrain à La Rochelle. Je pense que le Stade Rochelais peut en sortir grandi, tout simplement. Et donc, ce fameux triangle arrière où je vous en parlais tout à l'heure, pour moi, Brice Dulin reste évidemment le titulaire au poste de numéro 15. Il n'y a aucun problème là-dessus, aucun débat. Il reste encore très très fort. Et j'ai mis sur les ailes Raymond Roule et Dylan Leeds. Est-ce qu'il y a un petit jeune qui peut essayer de leur passer devant Boss Morin? Est-ce que Teddy Thomas est capable de revenir? On a vu que Jack Nowell était beaucoup titulaire aussi la saison dernière parce que Roule a été très longtemps blessé. Donc on va voir tout ça. Mais pour moi, Raymond Roule et Dylan Leeds, ça reste quand même mes deux titus. Voilà. Maintenant, on va passer aux joueurs à suivre. J'ai fait un petit peu évoluer cette rubrique du Factor X. Ce sera plus vraiment le Factor X, ce sera le joueur à suivre que je vous conseille de regarder un petit peu pendant la prochaine saison de Top 14. Et ce joueur, ce sera Paul Boudin pour moi. Paul Boudin, pourquoi? Parce qu'on oublie à quel point ce joueur est jeune. Il a seulement 24 ans. Il est déjà habitué du groupe France. Il a gagné sa place à La Rochelle aussi. Mais voilà, il a que 24 ans. Il a que 24 ans, il est censé grandir, il est censé s'épaissir, il est censé progresser, il va encore progresser, et il doit amener des alternatives en troisième ligne à Boutia, Aldrit, Cancorier aussi. Donc ça doit être un joueur qui apporte un petit peu du renouveau et qui doit peser dans le pack Rochelet tout simplement. Il fait tout déjà très bien, il est déjà très polyvalent, mais il doit encore passer un petit cap, confirmer cette saison, comme je l'ai dit, peser dans le pack Rochelet, et puis il peut amener une vraie option en troisième ligne. Donc c'est pour ça que ce mec-là est pour moi le joueur à suivre parce que on a tendance à l'oublier au milieu de toutes les stars rochelaises. Là, tiens, cette photo, elle date un petit peu. Elle date un petit peu parce qu'il y a Romain Sazi. Mais voilà, au milieu des Skelton, des Antonio, j'aurais pu mettre Colombe en joueur à suivre aussi qui doit prendre de l'épaisseur et exploser cette saison pour prendre le relais de Winnie Antonio. Mais voilà, il y a tellement de stars dans ce pack qu'il faut sortir un joueur. Il faut suivre ce joueur Boudin. Faut qu'il progresse encore. Voilà, on va passer à la dernière rubrique maintenant, le prono, et vous allez voir que cette rubrique évolue également. Pourquoi? Parce que j'ai fait apparaître un petit classement pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de où je place l'équipe.
Je vous laisse attendre 2 petites secondes. Je vous parle un petit peu de ce que j'en pense. Bon, il y a 2 possibilités pour moi. Est-ce que La Rochelle est en fin de cycle ou est-ce que c'était simplement une saison un petit peu ratée et ça va repartir de plus belle cette année? Honnêtement, c'est vraiment difficile à dire. Il y a des arguments pour les deux côtés. D'un côté, on peut se dire que la Coupe du Monde 2023 les a pas aidés, hein, et de l'autre, c'est dangereux de repartir avec exactement le même groupe qu'a galéré l'an dernier, honnêtement. Après, dans le sprint final, ils ont été capables. Ils ont montré qu'il fallait compter sur eux, qu'ils étaient capables de battre n'importe qui. Au final, faut pas oublier que c'est La Rochelle qui est le plus proche de faire tomber Toulouse. Et donc, je vous ai dit, j'ai changé un petit peu ma manière de faire et je vous sors un classement pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc, je vais pas trop pour vous parler des autres équipes. J'ai mis 24e, je pense que vous l'avez compris dans la preview. Pour moi, Montpellier sera le barragiste, jouera l'access match contre le finaliste de Pro E2. Et ensuite, voilà, ce sera dans cet ordre-là. Je vous le dis, ce sera, hein, parce que j'ai évidemment vu la saison de Top 14 en avance, j'ai un an d'avance sur vous. Donc ce classement, ce sera évidemment Bayonne 12e, Perpignan 11e, Lyon 10e, Clermont, Pau, Castres. Castres dernier non qualifié dans le top 6. Et je vois La Rochelle très haut, je vois La Rochelle top 3 comme vous pouvez le voir. Pourquoi je les vois top 3 après vous avoir dit tout ça? Je pense que La Rochelle va revenir sur le devant de la scène tout simplement, nous sortir une grosse saison. Je les vois redevenir l'équipe qu'ils étaient. On a vu un petit peu des prémices en fin de saison l'an passé. Il y a des interrogations, évidemment. Par exemple, le jeu 3/4, va falloir sérieusement hausser le niveau. Mais on le sait, ils peuvent gagner des matchs juste avec leur pack. Donc ça déjà, c'est assez rassurant pour eux. En plus, on l'a vu l'an passé, hein, ils sont capables de sortir des espoirs de leur chapeau qui deviennent des tauliers en l'espace de 2 mois. Panverne, Kadouri, Donivuku aussi au centre. Bon, on a vu ça la saison dernière. Je serais pas étonné qu'ils nous refassent le coup. Je sais qu'ils s'appuient beaucoup sur leur centre de formation. Donc pour toutes ces raisons-là, je les mets 3e. Ils ne seront pas top 2, pas demi-finalistes directs. Mais ils vont nous sortir une belle saison. Retenez ça. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve plus tard dans la journée parce que désormais, c'est 2 previews, 2 vidéos par jour jusqu'à la reprise. Vous êtes gâtés. Donc voilà. Bonne journée, salut, ciao.